Bonjour à toutes et à tous. Il y a à peu près un an, Jair Bolsonaro a pris ses fonctions en tant que président du Brésil. Il est donc temps de faire un bilan, ne serait-ce qu'au provisoire, de cette présidence, d'autant plus qu'on nous avait promis un cataclysme de proportions bibliques. Alors, tout de suite, pour rassurer les bien-pensants, moi je ne fais pas partie du cercle intime de Jair Bolsonaro. Il ne fait pas partie de ce genre de personnes, d'individus avec lesquels je prends des bières ou j'ai envie de passer un week-end à la plage. Il n'empêche, je dois vous avouer que nous n'avions pas le choix au Brésil en novembre 2018. C'était soit Bolsonaro ou le chaos. En novembre 2018, le Brésil avait réussi quand même à faire deux prouesses, entre guillemets. La première, c'était d'être devenu le numéro un du monde en termes de record, en termes d'homicides, c'est recordman du monde des homicides, donc des morts violentes par arme, par asphyxie, par couteau, enfin bon, armes à feu et autres. 65 000 homicides en un an, c'est le chiffre que accumule le Brésil. Et donc c'est beaucoup plus que même un pays en guerre comme la Syrie, c'est pour vous dire. Et 4 années consécutives de PIB à zéro ou négatif. Alors pour un pays membre des BRICS, un pays émergent, c'est pas très fameux. Donc nous avions le choix entre reconduire la caste politique qui avait obtenu ces deux prouesses, qui avait accompli ces deux prouesses, d'une part transformer le pays en une jungle, en un pays en guerre civile, et ruiner, littéralement ruiner l'économie brésilienne. Ou bien choisir quelqu'un qui avait un plan plus ou moins formalisé pour arrêter l'hémorragie. Eh bien, nous avons choisi d'arrêter l'hémorragie, c'est-à-dire d'appliquer une chimiothérapie au Brésil, tout en sachant les défauts, les limitations du président Bolsonaro. La survie. Et vous ne pouvez pas, vous, depuis la France ou l'Europe, vous ne pouvez pas reprocher à un peuple d'avoir préféré la vie à la mort. Parce que je dis bien préférer la vie à la mort, hein, puisque en France, surtout, on ne peut pas imaginer le vertige qui vous prend quand vous vivez au Brésil, quand vous êtes conscient, évidemment, si vous êtes toute la journée camé au crack ou à la cocaïne, ou sur la plage 7 jours sur 7, vous ne risquez pas de souffrir parce que vous n'êtes pas conscient, vous êtes aliéné. Mais quand vous avez un minimum de conscience, qui est le cas quand même de la majorité des Brésiliens, vous êtes pris par le vertige, c'est une sensation de vertige, tellement vous êtes impuissant. Puisque vous n'avez même pas une classe politique, enfin, même les élites, vous n'arrivez même pas à sentir de la colère à l'égard des élites, puisque vous avez peur des élites. Il y a une telle miscégénation, il y a une telle dilution, il y a une telle confusion entre le crime organisé, les mafias et les élites, c'est-à-dire les riches, les gens qui font de la politique, les députés, les sénateurs, les partis politiques, que vous avez même peur de manifester, vous avez même peur de les engueuler, vous vous sentez plus qu'impuissant, vous êtes désarmé, vous êtes résigné, et vous dites ça va s'arrêter quand? En France, il y a une désaffection, un divorce émotionnel entre le peuple, on va dire, et les élites, mais parce que le peuple est en colère, c'est les gilets jaunes, c'est autre chose. Mais ici, c'est pire en Amérique du Sud, et au Brésil en particulier, le peuple, non seulement il n'a plus confiance dans ses élites, mais il a de la peur à l'égard de ces élites-là, parce que les lignes, les frontières sont brouillées entre un grand mafieux. On vous dit tel mafieux est en prison, dans une prison fédérale, il a pris 30 ans, 40 ans de prison, et le peuple n'est pas sûr, ou même le peuple doute, ou le peuple sait très bien que ce grand mafieux-là, il travaille pour quelqu'un qui est élu, et qui a un poste très prestigieux, qui passe à la télévision, et qui vous parle de justice, d'égalité et de sécurité. La mafia et les élites politiques et les élites économiques ont les mêmes circuits à peu près pour laver l'argent, pour blanchir l'argent sale, l'argent de la corruption dans les marchés publics. Ils ont à peu près ils fréquentent les mêmes endroits, les mêmes endroits pour les vacances. Ils ont les mêmes banquiers, ou je ne sais pas moi, dans les paradis fiscaux. Et puis vous voyez que les Brésiliens le savent très bien, l'insécurité chronique exponentielle, je vous rappelle, 65 000 homicides par an, c'est plus que la Syrie, hein, j'insiste là-dessus, cette insécurité exponentielle est un mode de gouvernement. Et les Brésiliens savent très bien que le gouvernement, que les élites, le gouvernement, l'État, il en a sous le pied, comme on dit, il freine, il ne règle pas les problèmes, puisque cette insécurité permet, dans un sens, de gouverner le pays, de terroriser les gens. Moi, je vis d'ailleurs dans une maison entourée de barbelés, de fils électriques, la guérite du gardien est blindée. Donc ça a bien sûr un impact sur la vie publique. Quand vous avez peur de sortir chez vous, vous ne pouvez pas manifester.
les gilets jaunes au Brésil, c'est impossible, parce que les gens ne contrôlent pas la rue. La rue est contrôlée par des forces parallèles. Voilà, ça c'est pour mettre en place le contexte mental des Brésiliens et qu'on évite de leur faire ce reproche-là, de leur dire ah vous avez élu un macho, un homophobe ou je ne sais pas quoi, quelqu'un de la droite dure. Les Brésiliens n'avaient pas le choix. On ne peut pas leur reprocher d'avoir préféré la vie à la mort. Alors venons-en au bilan. Le bilan il est pas mal. Je dirais que Bolsonaro fait le job avec beaucoup d'imperfections, mais bon, il ne faut pas non plus exagérer. Il a pris on l'a mis dans le cockpit d'un avion qui a les 2 ou les 4 réacteurs éteints. Le Brésil est un Boeing, énorme Boeing, très joli de loin, avec ses belles couleurs jaune et verte et bleu, et il fait ce qu'il peut. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Retour de la confiance. La bourse n'a jamais été aussi atteint des sommets, là, un record historique. L'immobilier repart, le chômage diminue, il régresse, il est encore très élevé, mais il diminue. Il y a même des grands investissements de la part d'investisseurs asiatiques au Brésil, notamment pour de la logistique, dans les routes, dans les aéroports, même dans le secteur minier. Réforme des retraites, pas évident, on voit les difficultés de M. Macron en France pour réformer les retraites, mais les Brésiliens ont fait leur réforme. Bon, ils ont mis 9 mois, ils sont chamaillés, mais bon, le pays n'a pas été bloqué. Et la réforme très profonde, c'est pas une réformette, une réforme très profonde a été faite. Et puis surtout, il n'y a pas eu de cataclysme. On nous avait promis des pogroms, une chasse à l'homme, une chasse aux femmes, une chasse aux LGBT et autres. Non, le crime a reculé. J'insiste, le crime a reculé au Brésil. Le nombre d'homicides a reculé de 25 ou 27% sur l'année dernière, l'année 2019. On dit que c'est pas mal. Alors bien sûr c'est insuffisant, mais c'est pas mal. On nous avait promis un cataclysme, mais le cataclysme n'a pas eu lieu. Est-ce que tous les problèmes sont réglés? Non. Je vous dis, Bolsonaro a récupéré un pays qui ressemble à un avion dont on a coupé les moteurs. Un des moteurs qui a été coupé, c'est l'industrie. L'industrie brésilienne a été laminée depuis les 10 ou 15 dernières années à cause des politiques industrielles du parti de gauche, le PT, le parti de Lula Dilma. Ces deux personnalités qui sont adorées, idolâtrées en France, eh bien, leur politique a été de déshydrater l'industrie brésilienne, puisqu'ils ont spécialisé le pays dans les commodities, donc les mines, le soja, le bois et autres. Donc ils ont vendu ça cher aux Chinois, ils ont profité des cours qui étaient très chers, et le Brésil a accumulé des ressources en dollars, en euros assez hallucinantes, et les capitalistes, les riches, qui ont accumulé ça, au lieu de mettre ces capitaux dans l'investissement industriel, au lieu de renouveler l'appareil industriel, de robotiser, d'augmenter la productivité, ils ont mis ça dans les banques brésiliennes qui se spécialisent dans la dette publique, puisque le Brésil vit au-dessus de ses moyens, l'État brésilien vit au-dessus de ses moyens. Ça, c'est une politique de gauche, bien entendu, mais au Brésil, c'est la gauche accélère sur la gauche brésilienne, elle est carnavalesque. Hein. C'est pas une gauche comme on l'imagine, c'est une gauche au cube. Hein. Donc, ils ont accéléré sur les recrutements dans l'État, dans la fonction publique, ils ont augmenté les salaires. Il faut savoir qu'au Brésil, les salaires de la fonction publique sont de 50 à 70% plus élevés que les salaires du privé. Ici, c'est le syndrome des Galapagos. Ici, tout est à l'inverse du reste du monde. En général, en France, aux États-Unis, les fonctionnaires gagnent moins que le privé. Au Brésil, c'est l'inverse. Ici, les fonctionnaires gagnent beaucoup plus que le privé. Et la gauche, le brésilien, le PT, pendant 12 ou 15 ans, ils ont accéléré sur les recrutements et sur les salaires. Ça crée un déficit. Je crois qu'il était à 10% en déficit, rendez-vous compte. Le déficit de la France, il est grosso modo dans les 3 à 3,5%, 2,5% par rapport au PIB. Au Brésil, il a atteint 10%. Je crois que c'était en 2017, si ma mémoire est bonne. Et bien, qui a comblé le trou? Ce sont les banques brésiliennes qui ont prêté à l'État, les banques brésiliennes qui sont, comme on dit bancalement, pété thunes, l'argent, les thunes des commodities. Tout ça, ça s'est cassé la gueule, pour parler encore bancalement, après la chute des cours des commodities, et ça explique en grande partie la crise brésilienne. Donc Bolsonaro, il ne pourra pas faire des miracles tant que l'appareil industriel, il est déshydraté, il est ancien, il est obsolète. D'ailleurs, le taux d'obsolète, je crois qu'il y a 30% ou 40% de l'appareil industriel est au chômage technique, vous vous rendez compte? Les usines sont là, elles ne tournent même pas. Donc c'est encore une raison de plus pour ne pas investir, puisque les gens vous disent on n'arrive même pas à faire tourner les machines qui existent.
Donc il y a une espèce de piège de productivité au Brésil. Il ne sera pas facile pour Bolsonaro de régler ça. Encore, Bolsonaro, il lui reste à faire 2 grandes réformes. Je ne sais pas s'il aura le courage de les faire. La réforme administrative, comme je vous ai dit, l'État brésilien est gargantuesque. Mais je ne sais pas si Bolsonaro aura le courage de couper dans la chair et de virer des fonctionnaires, de réduire la masse salariale de la fonction publique, pas évident. Et puis il y a une grande réforme à faire, la réforme qu'on appelle ici la réforme fiscale, réforme tributaire. Là aussi, le Brésil est un des plus grands, enfin c'est un ogre. L'État prélève beaucoup d'impôts et dit très difficile de réduire la charge fiscale au Brésil. D'une part parce que l'État consomme beaucoup, mais aussi puisque il y a tellement d'impôts que je crois qu'il y a 100, 200, 300 impôts, j'ai plus le chiffre en tête. Ici, c'est pas un pays, il y a une TVA. Il y a plusieurs TVA qui se cumulent. Donc, quand vous touchez comme un château de cartes, vous touchez un impôt ici, il faut tout remanier. Donc, c'est un travail très compliqué. Il faut le faire, c'est nécessaire si Bolsonaro veut rentrer dans l'histoire, comme un président réformateur, comme quelqu'un qui a coupé la chute libre du pays. Je ne sais pas s'il aura envie de le faire. Entre nous, le salut du Brésil ou son retour dans le concert des nations comme une nation sérieuse, comme une puissance, parce que le Brésil est une puissance. Sauf que c'est une puissance qui n'occupe pas son siège. C'est-à-dire que c'est comme si vous avez mis un nain dans un dans un fauteuil d'un géant. Le Brésil n'a pas son cœur est trop petit, ses muscles sont trop petits, ce sont des décennies de sous-développement et de mauvaise gouvernance. Donc, si vous voulez vraiment changer ça, si les Brésiliens veulent vraiment changer ça, il faut qu'ils touchent au cœur du réacteur, qui s'appelle la civilisation brésilienne, qui est marquée par une violence endémique, une violence spontanée. C'est pas un hasard si le Brésil est numéro 1 des homicides, c'est pas seulement une question d'inégalité, les progressistes veulent vous faire croire ça, mais ça n'a rien à voir. Le Maroc, le Congo, l'Égypte sont beaucoup plus pauvres et inégalitaires d'ailleurs qu'ici, et il n'y a pas 105 000 homicides par an. Donc le Brésil doit toucher ses valeurs, ses manières d'être, ses postures, ça s'appelle la civilisation, pour être moins violent, pour être plus efficace, plus productif, moins bureaucratique. C'est pas un hasard si le Brésil a une nation, enfin un État comme ça, a une fonction publique comme ça. C'est un héritage qu'il a hérité de sa généalogie ibérique, portugaise, de l'Italie du Sud. C'est des grandes bureaucraties ultra inefficaces, népotistes, clientélistes. C'est tout ça qu'il faut que les Brésiliens extirpent de leur inconscient collectif et de leur morale, leur valeur morale. Et puis, il faut que les Brésiliens apprennent à collaborer. Or, les Brésiliens ne se font pas confiance. C'est un pays où il y a très faible indice de confiance. Les gens ne collaborent pas parce que les gens font le pari qu'autrui est malhonnête. Ce qui n'est pas le cas en France ou en Europe du Nord. Tous les pays qui vont bien, qui sont développés, sont des pays qui ont créé un niveau de confiance entre les personnes qui est suffisamment élevé. Et qui dit confiance dit collaboration. Or, pour les défis qui attendent le Brésil, l'émergence économique, la transformation du pays pour devenir un vrai géant, et pas un éternel pays du futur, eh bien ces défis-là, ils nécessitent une énorme dose de confiance entre les personnes pour pouvoir faire des sacrifices. Voilà, alors, et nous en France, qu'est-ce qu'on fait? On ne fait pas grand-chose. On ne fait pas grand-chose puisque notre presse, la grande presse française, elle participe au camp de la mauvaise foi en ce qui concerne le Brésil. Moi, je lis à peu près tout ce qui sort. En tout cas, je lis les correspondants français au Brésil, des grands journaux. Les bras m'en tombent, de telle mauvaise foi. On a l'impression qu'ils ne vivent pas au Brésil. On a l'impression qu'ils écrivent depuis Miami ou l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, vous savez, depuis le lounge VIP. Mais j'ai envie de leur dire, revenez en France, ça coûte très moins cher à vos rédactions. Parce qu'on a l'impression qu'ils se surveillent entre eux. Il faut qu'ils crachent sur Bolsonaro à chaque paragraphe. Il faut qu'ils mettent en place une sorte de neutralité feinte ou pleine de bienveillance vis-à-vis de Lula et de la gauche brésilienne, qui a quand même ruiné le pays, j'insiste. Donc nous, la France, nous avons participé de cette opération mondiale de propagande, de désinformation contre le Brésil. C'est pas très glorieux. Et puis, nous avons, pas moi, pas vous certainement, mais les élites françaises et le gouvernement de M. Macron, nous participons
enfin nous appuyons, ce gouvernement appuie les forces obscurantistes au Brésil. Nous appuyons la gauche brésilienne qui a ruiné le pays. Enfin, je vous rappelle, 65 000 homicides, numéro 1 du monde des homicides, après 15 ans de gauche progressiste syndicale au Brésil. Et nous appuyons ces gens-là. Nous appuyons Lula, nous appuyons Dilma, nous appuyons toute cette galaxie-là de militants de gauche, progressistes. Enfin, nous appuyons même pas les sociodémocrates en France. Hein. Pour que ce soit bien clair. La France n'appuie pas l'équivalent brésilien du Parti socialiste. Moi, dans le cas-là, je ne trouverai rien à dire. Non, nous appuyons l'extrême gauche brésilienne, qui est en tôle d'ailleurs. Hein. La plupart des cadres de ces partis-là sont en tôle, ou viennent d'en sortir. Je ne citerai pas des noms, mais vous pensez notamment à Lula, mais tous les trésoriers de son parti sont en tôle ou à la maison avec un bracelet électronique. Et j'en passe. Ben le gouvernement français appuie ces gens-là et nous tapons avec eux sur leurs pires ennemis qui sont Jair Bolsonaro et puis Sergio Moro, qui est le ministre de la Justice, qui est le monsieur qui est en train de défendre le Brésil contre le crime organisé. Moi je vous dis, le crime organisé au Brésil, nous l'avons là, nous le sentons là, le couteau. Hein. C'est pas un narco sur Netflix. Hein. Nous, le crime organisé, il est déjà dans le pouvoir. Donc, Sergio Moro, il lutte contre ça. Je doute, je suis sûr que les Français ne connaissent pas Sergio Moro. Normal, les journaux français se refusent à parler de ce monsieur, qui est un véritable héros. Il doit avoir 43 ans, 44 ans. Et il risque sa vie en tant que ministre de la Justice à réformer la justice brésilienne et à s'opposer au crime organisé. Il a d'ailleurs muté ou exilé, je ne sais pas comment on dit, transféré la plupart des chefs du crime organisé brésilien dans des prisons fédérales au fin fond de l'Amazonie pour éviter qu'ils continuent à menacer la police, la justice, les juges et à animer, à manager leur réseau narco, leur réseau criminel depuis les prisons. Ils ont mis dans des prisons sérieuses, dans des prisons fédérales. Donc nous ne connaissons pas Sergio Moro, notre gouvernement français ne démontre pas de solidarité par rapport à lui, nous ne connaissons pas Paulo Guedes, qui est le super ministre de l'économie et des finances, un type qui est en train de remettre le Brésil, je vous dis, il est en train d'allumer le moteur du Brésil, le moteur industriel, financier, fiscal, hein, éviter l'infarctus, éviter la ruine du pays. On ne le connaît pas en France, on ne le défend pas, nos élites, notre presse. Eh bien, les Brésiliens, de ça, ils vont s'en souvenir. Ils vont se souvenir de ça. Quand le Brésil s'en sortira, j'espère qu'il s'en sortira, ils vont se souvenir que la France, Paris, ville lumière, nos chères élites diplomatiques et culturelles et politiques, intellectuelles, eh bien, elles ont tourné le dos aux forces du progrès, qui sont Sergio Moro, Paulo Guedes. Elles ont tourné le dos aux forces de la rénovation brésilienne. Elles ont tourné le dos aux gens qui ont pris sur eux de faire la chimiothérapie à ce pays, dont Jair Bolsonaro. On peut ne pas l'aimer, on peut lui cracher dessus en public, mais dans les coulisses, il faut l'aider. Au moins, il ne faut pas l'attaquer. Nous faisons complètement l'inverse. Enfin, nous, encore une fois, les élites françaises. Donc, en conclusion, j'espère pour le Brésil qu'il s'en sortira. C'est pas gagné, vraiment pas gagné. Mais en tout cas, on est bien mieux, croyez-moi, aujourd'hui, avec Jair Bolsonaro qu'avec la gauche brésilienne. Ça, je le dis, je signe en bas. Merci, à bientôt. Vous savez ce qu'il faut faire, hein, il faut partager cette vidéo. Désolé, j'habite pas loin d'un aéroport à Sao Paulo, d'où le bruit incessant des décollages. Donc, partagez cette vidéo, cliquez sur like, évidemment, commentez, voilà, faites ce qu'il faut, s'il vous plaît, pour que ce message, qui est certainement original et décalé, puisse exister sur la place publique. Merci, au revoir.